Merci. Je propose que nous groupions les questions pour Françoise Laborde et pour Madame Florennes pour qu'elles ne prennent pas trop de retard et que nous ne prenions pas trop de retard dans notre agenda. Et donc, je vais lui passer la parole. Madame Florennes est députée des Hauts-de-Seine. Elle est membre du MoDem. Elle vient en toute connaissance de cause de la part du MoDem qu'elle représente. Et elle représente un parti, donc membre de la majorité, qui a la particularité, comme nous le savons tous, d'être dirigé par un homme qui est probablement le plus laïque des démocrates chrétiens de France et le plus démocrate chrétien des laïcs de France et qui mène et qui a cette double culture de l'école publique qu'il a faite ce qu'il est et en même temps d'une foi qui est la sienne et qui ne regarde que lui. Et je dirais que peut-être que François Bayrou est, par certains aspects, ce type de croyant élevé dans la laïcité et qui est capable à la fois de vivre sa foi et d'être particulièrement heureux de vivre dans un pays laïque. Je vous laisse la parole, Madame Florennes. Merci, Monsieur Sakoun, et je voulais aussi vous remercier pour cette conférence que vous organisez aujourd'hui, parce que je pense que c'est important d'associer et de mener ce type de réflexion actuellement et de dans un contexte qui, pour nous parlementaires, est toujours agité et on le voit bien en ce moment, de pouvoir mener ce type de réflexion et d'y associer bien évidemment les hommes et les femmes politiques et les mouvements politiques. Je pense que c'est très important, notamment sur ces questions. Alors moi, il me revient la lourde tâche de m'exprimer au nom de François Bayrou, et vous l'avez rappelé. C'est bien. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, et je n'ai ni, je dirais, son expertise ou en tout cas son expérience sur la question, mais je vais tenter de vous apporter quelques éclairages sur la position du mouvement démocrate, qui est un parti qui existe depuis 12 ans, à peine 12 ans, 11 années, mais qui a des fondations historiques importantes. Et donc, sur cette question de laïcité et république que vous posez ce matin, vous apportez quelques-unes de nos réflexions sur ce sujet. Donc, vous dire tout d'abord que peut-être avant de commencer à aborder le mot laïcité, je tenais à le remettre dans un contexte plus large, sans lequel il était difficilement pour moi compréhensible, car c'est ce que nous appelons aujourd'hui la laïcité. Comme vous le savez, ça vient de loin. Et c'est intimement lié à l'histoire de notre pays, à sa conception de la place de l'État et dans son rapport aussi avec les libertés et la société civile. Pour nous aussi, elle est intimement liée à une tradition judéo-chrétienne qui fut longtemps celle de l'Europe. Et je crois que effectivement, pour notre famille de pensée et la représentante du MoDem que je suis aujourd'hui, c'est également lié à un acte fondateur qui a incontestablement influencé notre histoire, qui est celle de la promulgation de l'Édit de Nantes, qui est bien entendu cher à notre président que vous avez cité tout à l'heure, François Bayrou, et qui a eu l'occasion d'écrire sur ce sujet à de nombreuses reprises. J'évoque volontairement ce triptyque qui est celui de la société civile, de l'Europe et de l'Édit de Nantes, pour montrer qu'à partir d'une base commune, celle du judéo-christianisme, la France a tracé un sillon particulier jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et dans les débats qui vont peut-être s'ouvrir, il me paraît important de rappeler ce que je crois la tradition française et dont nous avons toutes les raisons de continuer à nous inspirer. Je crois fermement, et je ne suis pas la seule au sein de mon mouvement, que l'Édit de Nantes, comme la loi de 1905 et aussi le Concordat, ont été des adaptations à la réalité plutôt que la transposition d'une idéologie à la réalité.
Et il s'agit d'une distinction essentielle pour la famille, notre famille de pensée, celle qui veut que ce soit la réalité, la vie des hommes qui dicte le sens de la réforme et qui s'oppose à d'autres conceptions du changement, perçues comme la volonté de soumettre la réalité à une idéologie, la déformer et finalement la travestir. Nous revendiquons effectivement un pragmatisme qui n'a pas toujours eu bonne presse dans notre pays, trop souvent caricaturé en opportunisme, mais qui représente pour nous le nécessaire ajustement progressif des hommes avec les hommes plutôt que le choix du grand soir ou la croyance d'on ne sait quelle révolution qui sont la source de bien des maux de notre monde. Donc, le développement harmonieux de la société, la recherche du juste équilibre entre ses composantes sont des éléments structurants de notre pensée politique. Rappeler l'édit de Nantes, c'est aussi évoquer le contexte philosophique duquel il s'inspire, celui de la Renaissance et de l'humanisme, qui irrigue alors l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on demande une définition de l'humanisme, il y a une réponse toute convenue qui serait celle de dire que cela revient à placer l'homme au centre. N'y voyez naturellement aucune allusion d'ordre politicienne. En revanche, l'idée politique est claire. Elle distingue assez nettement le courant de pensée centrale des autres, qu'il soit de gauche ou de droite. Dire l'homme au centre de tout, c'est une revendication politique, mais c'est très difficile à atteindre. Si nous nous interrogeons d'ailleurs sur l'émergence d'une telle possibilité, celle de l'homme en tant qu'individu, en tant qu'objet politique identifié, alors nous devons dire qu'elle n'a été rendue possible que par la neutralisation, dans le contexte humaniste de la Renaissance, des deux autres objets politiques qui s'affrontaient de tout temps, qui sont l'Église et l'État. C'est bien parce qu'il n'y a ni puissance temporelle, l'État, ni puissance spirituelle, l'Église, qui ne se sont imposés à l'autre, que l'homme, puis avec lui la société civile, a pu se faire une place. Autrement dit, le caractère démocratique dont les vertus cardinelles se révèlent au travers de la tolérance, la liberté, la solidarité et l'égalité ne peut s'affirmer qu'en tenant à distance les deux autres sujets politiques qui, si l'un devenait trop fort, l'étoufferaient. Il y a ainsi un lien irréductible entre la laïcité et l'existence d'une société civile faite d'opinions diverses qui a son existence propre, indépendamment même de la puissance politique ou religieuse. C'est bien sûr sur ces fondements que nous avons pu bâtir une société de liberté, d'égale dignité des hommes, de tolérance et dans leur prolongement d'émancipation. Et peut-être, je pourrais avancer que la laïcité n'est pas la condition de l'existence des principes que je viens d'évoquer, mais bien leur conséquence, et qu'elle constitue en cela ce que nous appelons à une architectonique, c'est-à-dire un principe qui font système dans un rapport de dépendance des uns aux autres. C'est une pensée un peu plus complexe, mais sur laquelle on pourra revenir. Après avoir évoqué l'émergence donc de la laïcité, et pour faire le lien avec le sens et en donner aujourd'hui, m'attarder sur son caractère plus particulièrement, qui, je vous le disais au début de mon intervention, son lien avec le caractère démocratique de notre pays. Je rappellerai au passage qu'il y a bien une sécularisation assez homogène de l'Europe, mais il n'y a pas d'équivalence, comme vous le savez, du système de laïcité français, qui est plus un fait sociologique mesurable statistiquement, puisqu'il est d'abord et avant tout une volonté politique, celle, pour reprendre la formule de Régis Debray, d'un pays où le sacré n'est pas divin. Notre pays, en effet, et notre modèle est une construction juridique assez stricte qui régule, et c'est son objet, pour nous, l'espace public. C'est sur cela que nous devons affirmer qu'il est un modèle précieux, non qu'il puisse être aménagé, encore faudrait-il savoir par qui, mais parce qu'il est le résultat d'une lente et difficile maturation auquel il ne faudrait toucher que d'une main tremblante. Il faut dire ici ce qui nous menace
ou ce qui pourrait nous menacer. Nous le voyons, cela est devenu presque banal de le dire, le fait religieux, compris comme l'immersion de cette variable dans les considérations d'ordre politique, géopolitique, sociologique, est aujourd'hui un passage obligé de la réflexion politique. Nous pouvons le regretter, nous avons en tout cas le devoir de le combattre, car nous savons ce que cela veut dire lorsque le religieux a la main mise sur l'homme. J'ajoute immédiatement, et cela est une réflexion à portée politique donnée à qui veut l'entendre, que le renforcement du religieux se fait d'autant plus rapidement que l'affaiblissement de l'État dans ses fonctions régaliennes a pu être observé. Et c'est une élue locale d'un territoire qui connaît des dérives. Madame Laborde, et je ne m'étendrai pas puisque vous l'avez très bien fait sur la question de la formation et des élus locaux, mais moi je suis élue d'une circonscription qui est, on va dire, très diverse, avec une ville comme Suresnes où ces principes et cette volonté des élus de faire respecter le champ de laïcité existent depuis très longtemps, et celle de Nanterre, qui est une ville confrontée à une vraie crise sociale. Voilà, dans un certain nombre de ces quartiers, même si les choses évoluent, et donc d'être confronté à cette réalité de l'émergence du fait religieux et effectivement, comme je vous le disais, de l'affaiblissement observé de l'État dans un certain nombre, notamment de ces quartiers de banlieue. Donc, comment en sortir dès lors ? La réponse logique à cette question serait de dire, comme nous l'entendons souvent d'ailleurs, qu'il faudrait plus d'État. Je crois en effet, et nous le savons tous, qu'il est des lieux, des territoires dans notre pays où l'État, par son recul, par sa disparition, a de ce fait disparaître avec lui l'espace public. Et là, il est nécessaire que nous réinvestissions l'État dans ses missions essentielles. Mais d'une manière plus large, je crois qu'il faut se méfier, voire s'inquiéter de ce qu'un État normalement présumé neutre ne cesse en vérité de se mêler du fait religieux. Le mélange des genres n'a jamais rien donné de bon. L'État a avec lui la force du droit, la légitimité dans l'assurance de l'ordre public, l'obligation de garantir la sécurité des citoyens et bien sûr le devoir de veiller à l'égale dignité des hommes et des femmes. Vouloir aller plus loin serait, à mon sens, outrepasser ses pouvoirs. Ce serait aussi négliger et contredire ce qui fut la conquête du mouvement vers la séparation du temporel et du spirituel, à savoir précisément la société civile. Je signale au passage que le mot laïcité dont nous débattons aujourd'hui n'apparaît pas dans la loi de 1905, pas plus que le mot religion. Il nous faut donc faire attention à ne pas tomber dans la contradiction qui voudrait que pour s'affranchir de l'intégrisme religieux, il faudrait se livrer à un intégrisme laïque, comme on l'entend parfois. Dire que c'est à la société civile, c'est-à-dire à l'objet même de la conquête politique des siècles derniers, d'assurer sa propre existence, me paraît un signe d'une maturité démocratique que nous devrions encourager. Elle est en tout cas, à nos yeux, la seule possible. Entre, d'un côté, l'État qui materne les hommes et de l'autre, un conservatisme religieux qui les paterne, il y a un espace pour les hommes et les femmes libres et égaux, fidèles à l'idée qui les a portés, assument leur responsabilité collective et individuelle de former un espace harmonieux pour chacun d'entre eux. Voilà ce qui est pour le mouvement démocrate, le caractère démocratique et donc laïque, humaniste en un mot, celui qui se déploie dans un espace émancipé des déterminismes sans pour autant tomber dans la confusion, d'un espace qui permet à la décision politique de s'ancrer dans le réel, dans le quotidien, celui de la vie vécue et pas seulement celui de la vie rêvée.
C'est déjà ce que Paul Valéry évoquait en rappelant cette quantité de correspondance intime et de réciprocité invisible par quoi s'accomplit le mystère de l'union profonde de millions d'hommes. Voilà sur quoi je voulais juste conclure mon propos. Merci beaucoup. Avant de faire circuler la parole, je voudrais intervenir sur un petit point. D'une part, illustrer le fait qu'effectivement, Madame Florennes a tout à fait raison de rappeler que même si la Révolution française est le moment fondateur et le moment fondamental, le terreau de la laïcité, le terreau de la République est particulièrement spécifique à la France et qu'il a traversé toute l'histoire de ce pays. Et même avant, je crois, la tradition judéo-chrétienne, à partir de la tradition juridique romaine, par exemple, qui joue un rôle au moins aussi important dans ce domaine. Par ailleurs, je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir à l'usage d'expressions comme intégrisme laïque. Vous savez, depuis quelques décennies, peut-être même depuis 1905, peut-être même depuis 1789, je ne suis pas sûr qu'en France on ait beaucoup tué au nom de la laïcité et qu'on ait beaucoup opprimé au nom de la laïcité. C'est peut-être pas le cas d'un certain nombre d'autres écoles philosophiques. Je rappellerai ces mots que je rappelle désormais régulièrement parce qu'ils sont absolument de très grande simplicité, qu'a dit notre amie Catherine Kinsler, philosophe, dans une de ses récentes interviews. Le régime laïque a fait plus pour la liberté que quelques régimes religieux investis du pouvoir politique depuis que la politique et le religieux ont été ensemble. Je crois que l'intégrisme est un mot qui fait mal, et qui fait mal aux laïcs sans qu'il n'y ait aucune raison objective de le leur appliquer. La parole circule. Des questions rapides, s'il vous plaît, parce que nous sommes un petit peu en retard malgré l'absence de l'un des orateurs et que nous devons, comme je vous l'ai rappelé, de revenir à 14h absolument. Babacar. Oui, bonjour, merci pour ces interventions et je suis aussi rassuré. Présente-toi. Ah oui, Babacar Lam, donc moi j'arrive de Nantes, je suis le président du CLR donc, des Pays de la Loire. Voilà, donc je suis content de savoir aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Aurélien Taché de En Marche qui parle de laïcité, parce qu'on nous le présentait comme Monsieur Laïcité de En Marche. Donc là, ça nous rassure un peu qu'il y a d'autres gens qui pensent autrement aussi dans ce mouvement. Alors, moi, ce que je voulais vous ramener, c'est une parole différente de quelqu'un de différent, mais qui est attaché à cette laïcité-là, et qui vient d'un pays colonisé aussi, mais qui est toujours attaché à cette laïcité-là. Alors, je voudrais aussi rappeler des choses par rapport aux élus que vous êtes. Ce qui m'interpelle, c'est comment ça se fait que vous, dans cette illustre assemblée, ici, que des gens qui sont là censés nous représenter ne s'imprègnent pas de l'histoire de la laïcité, ne s'imprègnent pas de l'histoire de ce pays, et ce que ça a apporté, quoi, en fait, jusqu'à présent. Ça me pose question, et j'aimerais bien qu'on m'y réponde. Et que aussi, vous avez mentionné l'édit de Nantes, et bien, effectivement, et c'est le cheminement jusqu'à la loi de 1905 pour la paix civile. On y est, et je pense aussi que ce qui se pose comme pour nous, et que je crois qu'il faut qu'on ne l'oublie pas, c'est depuis la guerre, depuis la fin de la guerre, je crois qu'on est parti sur quelque chose qui devenait non plus un acquis, mais quelque chose d'inné, quoi, qui devenait banal. Et ça, je pense qu'il faudrait probablement, vous les élus, que vous y tenez garde, hein, parce qu'on va être... C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est aussi banalisé qu'on nous parle de plein de choses comme ça. J'essaie d'aller vite, hein, mais j'ai besoin de vous dire ce que je pense là. Je suis venu ici pour le dire, en fait. Je viens de Nantes pour vous le dire, parce que c'était une occasion à ne pas rater. Et donc, je voudrais aussi vous demander de vous rappeler, il y a quelques années, qu'on ne voyait pas beaucoup d'attributs aujourd'hui distinctifs dans ce pays et dans beaucoup de pays, d'où viennent les gens qui le portent aujourd'hui et des jeunes. Alors, attention, ça aussi c'est important. Je pense aussi qu'il faut que vous sachiez aussi que vous aurez une lourde responsabilité aussi dans les décisions que vous prendrez en tant qu'élu aujourd'hui,
parce que vous voulez... vous faites le jeu de l'islam politique. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'islam dans sa version politique, pas l'islam comme religion, parce que 99% des gens qui sont là depuis longtemps, musulmans, n'ont rien demandé. Et je vais vous dire aussi une chose, que ces personnes-là, qui sont venues ici comme moi pour être libres, on va les emprisonner, on va les mettre dans une prison au mur invisible, alors qu'ils sont venus ici pour être libres, pour beaucoup. Et rappelons-nous aussi de ce qui se passe en Iran, où les femmes luttent là-bas aussi, l'Arabie Saoudite. Donc ça, pour moi, c'est les questions sur lesquelles j'aimerais bien que vous me donnez votre avis là-dessus, quoi. Et que, alors, le dernier point que j'ai... Très rapide. Oui, mais franchement, oui, j'essaye d'aller vite. Alors, mais c'est important, parce que venant de moi... On se sent, nous, un peu infantilisés aussi, parce qu'il y a du paternalisme dans les réactions qu'on a, parce qu'on pense faire quelque chose pour nous de bien, et on ne nous demande pas notre avis, on le fait à l'insu de notre plein gré, comme quelqu'un disait aussi. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut que tout ça, que vous en preniez compte. Et le dernier truc qui me pose problème, et que je crois qu'il faut que vous le fassiez, parce que les enfants, c'est l'avenir, c'est notre avenir demain, et le voilement des filles, je pense qu'il y a des lois qui existent dans ce pays et qu'il faille faire respecter ces lois. Et c'est violent de voir qu'on tolère aujourd'hui, c'est banal, dans tous les centres commerciaux quand on y va, on voit des petites filles de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont voilées. Et qu'on laisse faire. Il y a la loi de protection de l'enfance qui est là. Donc voilà, je pense que, Jean-Pierre, je ne vais pas insister. Je vous ai dit ce pourquoi et je vais rentrer chez moi tranquille. Marc Sasso, un citoyen lambda. En tant que citoyen lambda, laïcard, je n'ai pas dit intransigeant, laïcard, que peut faire un citoyen, lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a une atteinte à la laïcité dans sa commune? Deuxième question, que font les élus? Je vois l'assistance ici, moyenne d'âge, il y a beaucoup de têtes chenues, beaucoup de cheveux blancs. Que font les élus pour éduquer les jeunes afin que ceux-ci viennent dans de tels colloques? Merci. Bonjour. Éric Malmaison. Je fus président du CLR Île-de-France pendant quelques années. Nous avions mis sur pied à l'époque les parcours laïques. Donc avec Nicole qui vient de sortir, avec quelques-uns qui sont encore dans la salle. Parce que justement, on se disait, on est nombreux à profiter des moments où nous nous retrouvons entre laïcs. On passe de bons moments parce que nous avons tous un petit cartable avec un peu de laïcité dedans. Quand on regarde un peu le voisin, il a à peu près la même. Donc c'est un moment toujours très sympathique, très agréable. Mais qu'est-ce que ça change pour les vrais gens de la vraie vie dehors ? Pas toujours quelque chose. Et donc on avait mis sur pied à l'époque, on avait modélisé un petit peu, en parlant un petit peu avec Patrick et avec d'autres, que pouvions-nous faire pour les citoyens en devenir. Et donc on avait créé les parcours laïques. On a fait avec des collèges, avec des lycées d'Île-de-France, on l'a fait même avec des conseils d'anciens dans certains quartiers, de revisiter la chose laïque. Donc on les emmenait au chevet de la Barre, on les emmenait ensuite au musée Carnavalet, où on leur présentait justement toute la période Baïdi de Nantes, les guerres de religion, toute cette période où il y a eu procession de la Ligue, beaucoup de morts au nom de la religion, et de voir justement le risque de confusion des pouvoirs entre religieux et pouvoir d'État. Et ensuite, on les emmenait dans les salles du premier étage du musée Carnavalet, où on traite de la transition révolutionnaire justement. Donc prise de la Bastille, serment du jeu de paume, déclaration des droits de l'homme, et ensuite on les emmenait soit dans une mairie, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, pour que les élus leur expliquent comment eux, au quotidien, en 2017, 18 et peut-être bientôt 19, ils veillent à la neutralité des fonctionnaires dans le traitement des dossiers, dans l'accueil des administrés. Et donc, en repensant un petit peu à ce qu'on avait fait dans ces parcours laïques qui ont duré quelques années, on a décidé au niveau de la fédération du mouvement radical du Val-de-Marne, dont je suis le secrétaire général avec Charles Knopfer qui en est le président. On a des parcours laïques de prévus justement avec des militants et des élus pour que justement ils revisitent un petit peu cette chose laïque pour en être de meilleurs défenseurs, et on finira par un banquier républicain parce qu'on est quand même en France.
Merci de ce témoignage. Madame Florenne, si vous voulez répondre à la première question plutôt, qui vous était adressée par Monsieur Lam, et puis ensuite Françoise sur la deuxième partie. Je vous en prie. Alors, monsieur s'interrogeait sur le rôle des élus, si j'ai bien compris, et les étapes qui ont marqué notre histoire. Moi, sur la défense, effectivement, de choses comme le voilement des fillettes, etc. Oui, mais alors ça, bon, c'est une élue locale et c'est notre rôle de parlementaire, mais je peux le relier à ce que vous faites. Moi, j'ai été élue pendant 10 ans dans ma commune et en charge pendant 3 ans des questions éducatives, scolaires et puis avant jeunesse. Et je pense que là, il y a la collectivité locale, les élus locaux sont des garde-fous essentiels pour faire respecter la laïcité, évidemment, et tout d'un. Enfin, pour moi, ça va. C'est laïcité, c'est la citoyenneté, c'est les droits du citoyen. C'est évident. Je pense notamment aux actions que mènent un certain nombre de communes très intéressantes, qui sont les conseils municipaux de jeunes, qui sont toutes ces actions locales qui peuvent être menées et qui permettent d'intégrer des jeunes de tous les quartiers de la ville et leur donner une conscience et une formation dans ce domaine. Moi, je pense que les jeunes, actuellement, de par l'instruction civique qu'ils reçoivent depuis un certain nombre d'années, sont plutôt mieux formés que ma génération ne l'a été sur les questions de citoyenneté et par l'école. Moi, je pense que pendant malheureusement un certain nombre d'années, et c'est là que je veux rejoindre la question éducative, il y a une démission très clairement de l'éducation, de l'État sur ces problématiques. Alors, ça nous revient à la figure maintenant et de façon assez, comment dirais-je, difficile dans ce que je vis moi au quotidien quand je vais dans les quartiers politiques de la ville de ma circonscription. Et là, je veux dire, c'est un atterrissage quand même très clair. Je le vis pas dans ma commune à Suresnes parce que je pense qu'il n'y a pas eu de démission justement parce qu'on a eu des élus locaux qui se sont attachés à faire respecter la laïcité et tout simplement la République dans ce qu'elle devait être. Et quand vous avez, je pense, au plus près des populations, des élus qui font leur travail, vous pouvez en tout cas limiter les dérives. Malheureusement, ce que je vois dans un certain nombre d'autres quartiers, il y a eu une démission, vous l'avez sûrement constaté et vous êtes là pour en parler. Et je pense que ce que vous faites, Monsieur Sakoun, Monsieur est président, et vous-même dans votre région, dans votre département est très important. Il faut vous soyez des vigies, continuez à porter cette parole. On en a de plus en plus et actuellement, je pense, vraiment besoin. Je vous dis, je me demande encore où ils existent, ces espaces. Il faut les trouver dans ces quartiers, ils existent. Il y a encore des espaces de laïcité, on va dire. Moi, je connais des centres sociaux, par exemple, mais c'est des centres sociaux. Vous voyez, on met pas l'affiche, on met pas le drapeau, mais qui essayent encore de maintenir ce lien. Mais comme vous, je suis profondément quand même inquiète. Et je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense que alors vous parliez de la République en marche, moi j'ai pas de réflexion encore sur ce sujet avec le parti majoritaire de notre majorité. Il y a une réflexion qui est menée par notre groupe Mouvement démocrate à l'Assemblée nationale, puisque je vais assurer la coordination de ce groupe laïcité et faits religieux pour commencer à entamer cette réflexion, parce que je pense qu'elle est importante, qu'elle nécessitera du temps et de l'apaisement et des paroles, je dis, assez apaisées, modérées, parce que le sujet est effectivement très sensible, mais qu'il nous faut, chaque élu
dans son territoire, reprendre son bâton de pèlerin. On se fait agresser, on se fait, en tout cas agresser, je pense, verbalement surtout, par un certain nombre de porte-paroles locaux sur ces questions, d'autant plus qu'il faut y aller, qu'on est des femmes et que parfois c'est pas facile. Mais si on a une parole apaisée, de l'empathie, du dialogue, de l'écoute et ensuite du dialogue, je pense quand même qu'on peut progresser. Françoise, une dernière réponse avant que nous nous quittions pour nous retrouver à 14h. Alors, quelques mots, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses dites par les différents intervenants qui sont intéressantes. Bon, je crois que la formation historique par rapport à la décolonisation, etc., elle est manquante pour beaucoup d'entre nous, sûrement. Mais même dans les livres d'histoire, j'ai envie de dire, pendant longtemps, on a peut-être fait l'abstraction de cette partie historique ou narrative ou j'en sais rien, qui fait qu'on a sauté quelque chose et que ça a mis peut-être en balance des personnes qui ont dit mais nous aussi on existe et peut-être qu'on le paye aujourd'hui. Mais ça pourrait servir à un colloque de ce thème, je pense, parce que il ne faut pas non plus, qu'ont été certains de nos élus, être systématiquement dans le mea culpa de quelque chose, bien sûr, qui s'est passé, que l'on peut regretter, mais qui n'est pas de notre fait et qu'il faut accompagner et avancer. Et monsieur, si vous avez dit que vous étiez venu en France pour être libre, j'espère que vous vous sentez toujours libre et en tant qu'élu, on a notre rôle à avoir là-dessus. Vous avez parlé du... Alors, j'ai peut-être mal compris. Par rapport au voilement des fillettes, par contre, je vous suis complètement, et on est plusieurs ici à avoir déjà travaillé là-dessus, dans différents cadres, et je vais vous dire, je suis allée rencontrer le ministère de l'Éducation nationale, Matignon et Schiappa, donc égalité homme-femme, et on m'a dit, oui, bien sûr, Madame Laborde, vous avez raison. Alors, que faut-il faire ? Un texte. La législation, toujours encore un texte de plus qui sera appliqué ou qui ne sera pas appliqué. Il y en a tellement qui ne sont pas appliqués. Mais en même temps, et je vais vous refaire le coup, donc ce n'est quand même peut-être pas le moment. Alors, j'ai dit, mais vous savez qu'il y a des études par rapport au cognitif des enfants, la vitamine D, des petites filles voilées, etc. Alors on m'a dit, si vous êtes capable de construire quelque chose sur la santé des enfants et la maltraitance, nous vous suivrons. Donc si vous avez des idées géniales, n'oubliez pas de me contacter. Je planche, pas jour et nuit, parce que j'ai hélas pas que ce sujet-là. Mais franchement, voilà. Donc vous avez compris quand même que même le nouveau parti majoritaire fonctionne comme les autres. Voilà. Et pour venir donc sur les enfants, bien sûr, les maires, les élus, pour moi, ont un grand rôle à jouer. Aller dans les écoles, parler de citoyenneté, parce que justement, égalité, nos valeurs de la République, donc aboutiront à la laïcité si le maire, les élus et tout sont capables de montrer, et avec l'aide des enseignants, que c'est la citoyenneté. Et les enfants, si on les éduque à la citoyenneté, ils posent des questions donc d'ouverture. Et moi, je me souviens être intervenue dans une école où les gamins m'ont dit, bon, on n'a pas le droit de parler de religion, mais comme vous êtes là aujourd'hui, on a le droit d'en parler, de poser toutes les questions qu'on veut. Je me suis dit, ça c'est bien. Et le dernier point, par rapport à la formation aussi, parce que ce que vous disiez, madame, et je vais rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a quand même un manque pendant une génération. Enfin, moi je vais parler alors là comme vraiment de ancien monde. Je suis une enseignante qui a fait l'école normale à Paris, donc du temps magique de l'école normale. Ça s'est un peu délité avec les IUFM, le grand vide sidéral, et maintenant il y a les SP. Et je crois franchement qu'il y a eu une bonne génération qu'on a gâchée, j'y mets des guillemets, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de cheveux et qu'il n'y a pas de cheveux intermédiaires, ou pas assez, parce qu'il faut quand même apprécier ceux et celles qui sont venus et qui porteront, parce qu'on les a pas formés. Quand vous allez dans les SP, que vous voyez, ça a évolué. Le module laïcité, la taille qu'il a, le module juridique sur justement la loi de 1905, mais des tas d'autres, la loi de 2004 quand même, enfin un certain nombre de choses, qui n'est pas appris aux futurs enseignants, alors là, vous pleurez.
Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention. Et donc, nous avons le temps d'avaler un croque-monsieur, un verre de vin et peut-être une tarte aux pommes. À tout de suite.